Hola seguidores, ¿cómo están? Lo que van a ver es un documental de época de la fragata Comandante Rivière modificada, la subclase João Belo, un buque que después de todo no era muy grande, menos de 110 metros de eslora, 2100 toneladas de desplazamiento a carga normal, pero que a la vez era muy capaz con todo tipo de armamento para enfrentar diversas amenazas. Electrónica de 50 años atrás. Imaginen lo que se puede hacer, la validez de un buque diésel moderno de 2100 toneladas con una electrónica actual que ocupa mucho menos espacio y es bastante más potente. Dato curioso es que este buque en el cual se filmó el documental, el comandante Sacadura Cabral, terminó en una marina sudamericana. Fue transferido a Uruguay y utilizado por la armada del vecino país como fragata Pedro Campbell entre 2008 hasta 2019. Creo que vale la pena remarcar que los subtítulos no han sido creados por ningún tipo de inteligencia artificial, han sido creados por la inteligencia natural, la mía. Les avisos escorteurs type Commandant Rivière sont des bâtiments de tonnage moyen étudiés par le service technique des constructions et armes navales pour la Marine nationale française. Leur conception, pour une utilisation dans des zones de climat les plus variées, les désigne aussi bien pour les missions outre-mer de temps de paix que pour celles d'escorte en temps de guerre. Les possibilités nombreuses de ces bâtiments les ont fait choisir par la marine portugaise, qui en a commandé 4 à un groupement d'industrie privée française. Ce groupement est constitué par les ateliers et chantiers de Bretagne, constructeurs de la coque et installateurs général, les chantiers de l'Atlantique, constructeurs et installateurs de l'appareil propulsif, et la compagnie des ateliers et forges de la Loire, chargée de la fourniture, de la mise en service et des essais des armes et équipements. Cette dernière société s'est assurée le concours de spécialistes électroniciens. La compagnie de signaux et d'entreprises électriques pour la conduite de l'artillerie. Thomson CSF pour les transmissions extérieures, les radars et leurs environnements, les calculateurs de tir, la direction de lancement des torpilles. Et la société Alcatel pour la maîtrise d'œuvre anti-sous-marine. La construction de ces 4 avisos-escorteurs a été effectuée au chantier de Bretagne à Nantes grâce au concours technique de l'Arsenal de Lorient qui a cédé tous les documents nécessaires et sous le contrôle du service de la surveillance industrielle de l'armement. Ce dernier organisme étant chargé de veiller au respect des caractéristiques techniques et des délais imposés au contrat. Ces 4 avisos ont été livrés dans les délais fixés en ayant pleinement réussi leurs essais. Ces derniers ont été menés à bien par le groupement des fournisseurs avec l'aide nécessaire de la marine française. Et leur réussite a permis de remettre à la marine portugaise des bâtiments clés en main. La construction d'un aviso s'effectue en 3 phases principales, dont la première est celle de la fabrication de la coque. Celle-ci a 103 mètres de longueur hors tout, 11 mètres 60 de largeur maximale et un tirant d'eau voisin de 4 mètres. La deuxième phase est celle de l'armement à flot. C'est au cours de cette phase que sont introduits dans le navire tous les appareils et installations. Par exemple, les moteurs principaux au nombre de 4, de marque SEMT Pilstick. Le roof milieu et la cheminée, un ensemble monobloc d'environ 30 tonnes, vient coiffer les compartiments moteurs. L'aviso possède un armement très important relativement à son tonnage. En effet, cet armement comprend 3 tourelles automatiques de 100 mm, pouvant tirer chacune à la cadence de 60 coups par minute. Un mortier quadruple de 305 mm à chargement automatique, dont nous voyons le dispositif d'approvisionnement en cours d'installation. Ce mortier peut tirer contre but sous-marin jusqu'à 2500 mètres et sur but terrestre jusqu'à 6000 mètres.
Enfin, 2 plateformes triples de tubes lance-torpilles. Pour permettre l'évaluation des mouvements de plateforme et la détermination des corrections à apporter, ces différents systèmes d'armes exigent une connaissance rigoureuse de la verticale. C'est pourquoi le bâtiment est doté d'un repère gyroscopique de grande précision. Un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans la réalisation de ce navire a été de coordonner l'activité des diverses sociétés responsables. Les différentes tâches de la construction sont en effet très imbriquées et le respect des délais nécessite une planification précise et acceptée de tous. À titre d'exemple, disons qu'il y a installé 120 km de câbles électriques, soit 700 km environ de conducteurs. Le navire possède 2 lignes d'arbres. Les hélices, en laiton à très haute résistance, ont été particulièrement étudiées en vue de leur discrétion acoustique. La 3e phase est la phase de finition. Tout au long de la construction, le souci de respecter les délais imposera la continuité du travail, quelles que soient les conditions météorologiques. C'est au cours de la phase de finition qu'après les derniers embarquements, sont effectués les réglages permettant de réaliser les essais à quai. Les essais à quai, dont le nombre dépasse 200, se poursuivent. Nous assistons ici à l'essai d'étanchéité des hublots et panneaux. Puis à l'essai de protection contre l'incendie, opération visant entre autres à assurer la sécurité d'appontage d'un hélicoptère. Le bâtiment étant entièrement armé, il est procédé à sa pesée par mesure des tirants d'eau. Le déplacement à pleine charge est de 2100 tonnes environ. 3,35 m. L'un des derniers essais à quai est celui du circuit d'illumination. Quelques travaux de finition sont encore nécessaires pour donner au bâtiment son aspect définitif. Il est alors prêt pour sa première sortie à la mer. Au cours de cette sortie, les essais sont conduits par les industriels avec le concours de la Marine nationale, en présence des officiers et de l'équipage portugais. Durant 3 jours, outre la vérification du bon fonctionnement de l'appareil propulsif, il est procédé à divers essais, tels les essais de giration ou encore ceux du gain d'eau. Systématiquement, toutes les installations sont éprouvées jusqu'à l'ultime secours. Ici, celui de l'appareil à gouverner. À l'issue de ces 3 jours en mer, un passage au bassin permet de contrôler l'état de la carène. Une cérémonie de transfert de pavillon marque alors la livraison du navire. Je déclare ce bateau reçu au nom du gouvernement portugais à partir du 23 novembre 1968.
Par la suite, les essais en mer vont se poursuivre en vue de la recette définitive. Puis, 1 an après celle-ci, les bâtiments reviendront à Nantes pour qu'y soit effectuée leur visite de garantie. Une visite rapide va nous permettre d'examiner les aménagements confortables de ces avisos, ainsi que les installations spéciales. Les aménagements sont conçus pour assurer le maximum de bien-être au personnel. Les postes d'équipage sont pourvus de couchettes et possèdent un avant-poste. Les officiers sont logés en chambre individuelle. Le commandant dispose d'un appartement comportant une chambre et un carré qui, lors des réceptions à bord, peut être joint au carré des officiers, duquel il n'est séparé que par une cloison amovible. Très confortable, le carré des officiers est particulièrement bien situé car il donne sur le spar-deck. Les vivres sont entreposés dans les fonds du navire. Trois chambres frigorifiques assurent la conservation des denrées périssables. Les soutes à vivres sont groupées sous la cuisine, suivant une disposition dite verticale vivre qui facilite la manutention en la réduisant considérablement. De la cuisine, un monte-plat dessert au pont supérieur les carrés du commandant et des officiers. De leur côté, les officiers mariniers prennent leur repas dans deux salles à manger situées en face de la cuisine. D'autre part, l'équipage est servi sur une rampe de distribution séparant la cuisine de la cafétéria. Les réserves en vivres assurent une autonomie de 45 jours pour un effectif comptant 214 personnes. Tous les locaux habités et techniques de l'aviso sont climatisés. Deux centrales de conditionnement traitent, en froid ou en chaud, l'air provenant de l'extérieur. Celui-ci est ensuite réparti à travers le bâtiment à l'aide de 12 ventilateurs. Les installations hospitalières comprennent une infirmerie avec salle pour isoler et une salle de visite avec bloc opératoire complet. La distribution de l'eau est effectuée à partir de deux stations situées au voisinage de deux calaos, d'une contenance unitaire de 22,5 tonnes. La production d'eau douce est assurée par deux bouilleurs électriques produisant chacun 12 000 litres par jour. 4 groupes électrogènes capables chacun d'une puissance de 320 kW en régime continu fournissent du courant alternatif triphasé 440 volts, 60 périodes. Informar a rumo e velocidade para ocupar a posição. 06418. Recebido.
Governa 064. Máquinas 205 rotações. L'appareil propulsif comprend 2 compartiments machines séparés et autonomes. Chaque machine comporte 2 moteurs. Elle est commandée depuis un poste central de conduite, insonorisé et climatisé. Tous les dispositifs nécessaires au lancement, au réglage de la vitesse, au changement du sens de marche, à l'embrayage et au débrayage des moteurs, tous les moyens de contrôle et les principales sécurités sont regroupés dans ce poste. Les moteurs diesel d'une puissance unitaire de 4700 chevaux sont du type PC2V à 4 temps. Ils sont suralimentés, réversibles et entraînent tous leurs auxiliaires directs, c'est-à-dire pompes à eau douce, à eau de mer, à huile et à combustible. Ces moteurs, associés à un réducteur embrayeur hydraulique, confèrent au bâtiment une très grande souplesse de fonctionnement, embrayage en 3 secondes, vitesse allant de 3 nœuds à plus de 26 nœuds. Le réducteur entraîne une ligne d'arbre équipée d'une butée auxiliaire et d'un frein mécanique permettant son désaccouplement en 15 minutes. Le bâtiment peut alors naviguer avec une seule ligne d'arbre, l'autre étant soit freinée, soit désaccouplée et entraînée par sillage. Avec 2 lignes d'arbre et à la vitesse maximum, il est possible de casser l'air du bâtiment en moins de 5 longueurs. Le bâtiment peut également évoluer pendant une très longue période à 11 nœuds en marche arrière. Les essais à la mer se poursuivent pour tous les autres équipements. C'est ainsi qu'à son tour est essayée l'installation de mise à l'eau des embarcations. Chacune de ces embarcations échouables, du type LCPS, peut transporter 25 hommes à la vitesse de 11 nœuds, permettant ainsi le débarquement du personnel hors des ports aménagés. Le rayon d'action de la Viso est très important. 6200 nautiques à la vitesse de 15 nœuds. Cependant, diverses installations de ravitaillement à la mer sont prévues et font l'objet de vérifications de bon fonctionnement. Outre les installations pour le ravitaillement en combustible ou en eau, la Viso est équipée pour le transfert de personnel ou de charges légères. Les principales missions pouvant être confiées aux avisos sont la lutte anti-sous-marine, la défense anti-aérienne, le tir contre but marin, l'appui de feu à terre. En liaison étroite avec la passerelle, l'ensemble central opération PCASM coordonne la conduite de toutes ces missions qui, de surcroît, peuvent se combiner simultanément. Préalablement à toute action offensive, il convient de situer, donc de détecter la menace. La détection sous-marine se fait avec 2 appareils sonars, l'un de veille, l'autre d'attaque. Le sonar de veille SQS-17 est panoramique. Le sonar d'attaque du BA-3 est unidirectionnel et télécommandé en direction et en site. Un calculateur détermine l'immersion du sous-marin à partir du site et en fonction de la bathythermie. Le poste à calcul permet de déterminer la route et la vitesse du but à l'aide des éléments fournis par l'analyse Doppler et le télescope acoustique. On vérifie leur cohérence avec ceux élaborés par les graphiques azimut et distance. 2 armes peuvent être utilisées pour la destruction du sous-marin, le mortier et la torpille.
Le mortier est en principe utilisé pour l'attaque urgente. Le calculateur BTCS élabore les éléments de tir. Le convertisseur mortier assure le pointage automatique en élévation et circulaire. Le mortier utilise des projectiles et des douilles chargées séparément. Les projectiles sont stockés en soute sur des carousels. Un élévateur à cycle automatique les amène jusqu'à l'affût. La charge des douilles est choisie en fonction de la distance du but par le PC ASM. Ce dernier contrôle également l'arme et la mise à feu. Les torpilles sont utilisées pour les attaques délibérées. Elles sont lancées à partir de plateformes triples télécommandées. Le lancement des torpilles se fait avec ou sans gyrodéviation. Le calculateur détermine l'orientation des plateformes, les éléments de la gyrodéviation, le temps parcours, l'immersion de la torpille, la parallaxe acoustique. La mise en œuvre et le contrôle des plateformes se font à partir du PC lance-torpille. La mise à feu s'effectue depuis le PC ASM. Évoquons à présent la mise en œuvre d'un tel système d'armes. Ecco o bombordo avante. Possível submarino. Tornar sonar. Ataque urgente morteiro, uma salva. Ataque urgente morteiro, uma salva. Carga 4, dispersão 20. Carga 4, dispersão 20. Fogo! À la suite d'une première attaque, la destruction du sous-marin n'est pas certaine. La collaboration d'avions et d'autres bâtiments de surface peut être nécessaire. Les données recueillies par l'Aviso et celles fournies par ses assistants sont exploitées sur la table traçante ASM. La plupart de ces éléments sont visualisés sur le plot d'attaque pour faciliter la conduite des attaques délibérées. Dans ce cas, on utilise des torpilles à tête chercheuse active. Ici, lancement d'une torpille maquette effectuée au cours des essais des plateformes TLT. La coordination avec d'autres éléments de la force navale implique l'échange de nombreux renseignements. Ces échanges s'effectuent grâce aux multiples moyens de communication radio. De puissants émetteurs travaillant dans diverses gammes de fréquences servent aux liaisons avec la Terre. Des émetteurs-récepteurs BLU assurent les liaisons HF d'information. Falcão, aqui Capelo, emergência, separação, submarino, posição 36. Des ensembles UHF permettent des liaisons discrètes avec les éléments proches de la force navale. Le commandement peut disposer de plusieurs liaisons téléimprimeurs F1. Différents types de récepteurs sont employés en fonction de l'utilisation recherchée. Ces différents émetteurs-récepteurs sont télécommandés par l'intermédiaire d'un standard.
Un téléphone sous-marin permet d'entrer en contact avec un submersible ami en plongée. Subcora de Fracapelo. Confirmar encontro amanhã 8 horas. Ponto fixado. Escuto. 3620 norte. Les renseignements à échanger avec la force navale sont fournis par des moyens passifs ou actifs. Les principaux moyens passifs de la VISO sont le radiogoniomètre, qui détecte les émissions dans les bandes hautes et moyennes fréquences. Les deux détecteurs intercepteurs radar, l'ARBRE pour la veille et l'ARBA pour l'analyse. L'ensemble des moyens actifs est regroupé dans un local où s'effectue leur mise en route et leur contrôle. Ce local est contigu aux centrales opérations. Les moyens actifs sont essentiellement constitués par deux radars. Le DRBV-22 assure le contrôle de l'espace aérien dans d'excellentes conditions. Sa portée moyenne est de 70 nautiques sur intercepteur léger. Sa puissance de crête est supérieure à 400 kW. Le DRBV-50 est utilisé pour la navigation et le contrôle éventuel d'hélicoptères dans la lutte anti-sous-marine. Des équipements assurent la distribution des vidéos et des signaux de synchronisation vers les indicateurs d'exploitation. Un indicateur panoramique IPN7 muni d'un système d'excentrement et de mouvement absolu est plus particulièrement utilisé pour la veille surface. La situation correspondante est élaborée sur une table traçante. Deux autres indicateurs permettent le contrôle de la situation aérienne. Tous les indicateurs peuvent recevoir à volonté les différentes images des radars, additionner des réponses IFF. Une menace aérienne concrétisée par l'absence de réponse IFF déclenche la phase attaque de la défense contre avion. L'indicateur IPD7 désigne l'objectif à l'artillerie. L'opérateur place un marqueur électronique sur l'écho du but. Il transmet ainsi les informations but au servant de l'IAT qui assure le ralliement du télépointeur sur l'écho de l'avion ennemi. Le radar d'artillerie en poursuite automatique délivre tous les éléments but. À partir de ces informations, un calculateur élabore la route du but. Un second calculateur détermine les éléments de tir à envoyer aux tourelles. Les tourelles sont entièrement télécommandées. Elles ont un pointage manuel de secours. Elles sont alimentées par un système de couloirs très perfectionné qui rend impossible les vides dans la chaîne de munitions. La tourelle peut tirer 30 coups sans intervention du personnel de soute. Le rechargement des munitions est ensuite manuel. Les tourelles peuvent fonctionner sans personnel à l'intérieur. Le bâtiment possède également une artillerie secondaire composée de 2 affûts Beaufort de 40 mm. L'artillerie peut également être mise en œuvre contre buts marins. L'ensemble des opérations reste le même, ce qui est une simplification importante. Seul le calculateur diffère. C'est le BTAM qui est employé. Ce même calculateur est utilisé pour le tir contre la terre. Dans ce cas, la désignation d'objectif doit être faite à partir du poste optique, qui peut télécommander la tourelle 1 ou le mortier. L'ensemble du matériel de conduite de tir est entièrement essayé et réglé à quai avant les différentes sorties à la mer pour les essais opérationnels.
Ces réglages, autrefois longs et délicats, sont rendus plus rapides et plus faciles par l'emploi de simulateurs. Pour la recette définitive de l'artillerie de 100 mm, il est procédé à un tir de précision sur manche remorquée. Bogey, azimut 160, distância 20. Désignation d'objectif. Reconnaissance à l'IAT. Poursuite automatique. Calcul des éléments de tir. Pointage. Des tableaux synoptiques présentant l'état de l'artillerie de 100 mm informent le chef du PC de la levée successive des interdictions. Pendant toute la durée de l'essai, le centre opération assure la sécurité du champ de tir. L'ordre de feu est donné de la passerelle. Attention pour faire feu! Feu! La précision à hauteur et distance est appréciée depuis l'avion remorqueur. Par ailleurs, une caméra placée sur le télépointeur visualise la précision en hauteur et direction.